Goedemorgen iedereen, bonjour à toutes et tous. On a commencé cette conférence de presse et c'est le docteur Ivan Ladem qui va prendre la parole en premier. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors actuellement, les hospitalisations comme les décès continuent à diminuer. C'est effectivement un point favorable, tout spécialement si on se compare à ce qui se passe actuellement dans les pays qui nous entourent. Globalement, nous avons l'impression que les vacances de Noël ont été bien gérées par vous et que ce qui s'y est passé n'a pas, pour l'instant, prêté à problème. Si on examine les données de Google Mobilité qui se passent en première diapositive, on peut voir ainsi que la courbe verte nous montre au-dessus que durant ces vacances de Noël, beaucoup de personnes sont restées à la maison. Globalement parlant, on se rend compte que le 31 décembre et le 1er janvier, par exemple, nous sommes restés à la maison, respectivement 21 et 28% de plus que d'habitude, c'est-à-dire les autres années. Ceci nous place par rapport aux pays voisins comme étant plus restés à la maison qu'aux Pays-Bas et en France, un peu moins que nos voisins au Royaume-Uni et en Allemagne. Globalement d'ailleurs, la mobilité était moindre pendant ces vacances de Noël qu'elle ne fut pendant les vacances de Toussaint. Le dernier week-end, très classiquement, cette mobilité a un peu augmenté, surtout le dimanche, au retour de vacances bien sûr. Après ces points favorables, un point un tout petit peu moins, c'est que le nombre d'infections ne diminue pratiquement plus, en tout cas extrêmement peu. On pourrait même avoir éventuellement une petite augmentation du nombre de cas dans les jours qui viennent. Ceci est principalement lié au fait que le nombre de tests a été fortement modifié entre une période de vacances de Noël où peu de tests relativement ont été pratiqués et maintenant au retour où plus de tests sont pratiqués et entre autres des tests sur les personnes qui reviennent justement de vacances chez les voyageurs qui sont rentrés. Il est intéressant de voir la place que les tests effectués chez les voyageurs prennent. Si on s'intéresse au total des nouvelles contaminations, 5% de ces contaminations sont actuellement dues aux voyageurs de retour de vacances. Durant la période des vacances de Noël, durant les 15 jours en question, c'était 1 à 2% et c'était moins de 1% pendant les semaines qui ont précédé ces vacances. Si on s'intéresse aux tests faits chez les voyageurs, on se rend compte que 3,7% de ces tests sont positifs, mais que le pourcentage de tests positifs varie extrêmement fort d'un pays de retour à l'autre et va de 2% dans beaucoup de pays jusqu'à plus de 12%. La pratique des tests faits chez les personnes qui ont des symptômes en Belgique actuellement montre globalement toujours le même pourcentage, aux environs de 7% de tests positifs. Nous voudrions demander à tout le monde, et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, et c'est l'occasion de le redire, de ne pas hésiter à contacter son médecin et à faire un test aux moindres symptômes. De ne pas attendre, on l'a déjà dit aussi, qu'il y ait de la fièvre ou de forte fièvre pour le faire. Un syndrome grippal, une petite fièvre avec mal de gorge, une petite toux qui n'a pas d'autre explication allergique par exemple, doit faire penser actuellement au Covid, d'autant plus qu'actuellement, comme depuis des semaines déjà, très peu d'autres virus respiratoires circulent, pratiquement aucun virus grippal, et que donc par définition, tout symptôme des voies respiratoires, supérieures ou inférieures, doit être par principe attribué au Covid, sous réserve de démontrer par un test que ce n'est pas le cas. Faire un test, c'est vraiment la meilleure garantie pour essayer de continuer à faire diminuer la courbe. Au cours de la dernière semaine, nous avons eu en moyenne 1664 nouvelles infections. C'est donc toujours une diminution, mais qui est maintenant limitée à 2%. On a une petite augmentation du nombre de cas, du pourcentage de cas chez les personnes de la trentaine et également, ce qui est un peu plus gênant, chez les plus de 70 ans. En l'occurrence, 1% chez les plus de 30 ans et 7% chez les plus de 70 ans.
nous constatons toujours actuellement une diminution de l'ordre de 10% chez les enfants de moins de 10 ans. Il est clair qu'en l'occurrence, on n'a pas d'impact potentiel encore sur ce dépistage du retour à l'école. Une petite diminution en Flandre de l'ordre de 7%, une certaine stagnation en Wallonie avec plus 2% et une augmentation importante à Bruxelles de 23%. Cette augmentation à Bruxelles est essentiellement liée aux adolescents et aux adultes et est probablement liée à l'impact du retour des vacances. On a également une augmentation dans certaines provinces comme le Brabant wallon avec plus 27%, donc très proche de Bruxelles, la province de Liège plus 19% et le Brabant flamand 11%. Si on s'intéresse maintenant aux hospitalisations, celles-ci, comme on le voit sur la diapositive, continuent à diminuer régulièrement. On a eu en moyenne 131 nouvelles admissions par jour, ce qui est une diminution toujours de l'ordre de 10% par rapport à la moyenne de la semaine précédente. On a en moyenne aussi 151 personnes qui sortent tous les jours de l'hôpital, ce qui fait que le bilan entrée-sortie est un bilan en faveur de la sortie, ce qui entraîne une diminution lente mais progressive du nombre total de patients hospitalisés pour Covid dans notre pays. Et nous avons donc actuellement presque moins 2000, en l'occurrence 2016 patients hospitalisés pour Covid et nous sommes passés en dessous de la barre des 400 patients, en l'occurrence 382 patients en soins intensifs. Ceci est une diminution de 8% pour le total des patients et de 23% pour les soins intensifs. Si nous maintenons ce rythme, et comme on vous l'a déjà dit il y a quelques jours, nous pourrions atteindre le chiffre de 75 admissions par jour au courant du mois de février. Si on s'intéresse aux décès, le nombre de décès continue à diminuer. La baisse est de 15%, mais nous devons toujours déplorer actuellement en moyenne 64 décès par jour. Alors nous avons deux thèmes à développer avec vous, un peu les deux extrêmes d'âge, les maisons de repos et de soins, comme nous le faisons traditionnellement le vendredi, mais aussi une étude de Scienziano sur la contamination dans le milieu scolaire. Commençons par les maisons de repos et de soins, où, pour résumer, l'évolution est globalement favorable. On va s'intéresser à la au dernier jour de l'année passée, et plutôt à la première semaine de janvier, puisque ceci porte du 30 décembre au 5 janvier. Et que voit-on? Eh bien, on voit que les chiffres ont diminué à Bruxelles et en Wallonie et sont globalement restés stables en Flandre. Pour donner plus de détails, on se rend compte qu'il y a eu en Flandre 7,7 nouvelles infections pour 1000 résidents, au lieu de 7,9 la semaine précédente, 5 en Wallonie au lieu de 6,9, et que la diminution a été très importante à Bruxelles, puisque c'est 0,6 pour 1000 résidents au lieu de 3,6. Si on s'intéresse aux maisons de repos où il y a au moins un cas de Covid-19, on en est à 20% des maisons de repos en Flandre, on en est à 17% en Wallonie et à 9% à Bruxelles. On a une diminution aussi significative au niveau des maisons de repos qui connaissent de gros clusters, donc plus de 10 cas. On a en Flandre 6% des maisons de repos qui sont dans cette situation, 3% en Wallonie, et point remarquable actuellement, il n'y a pas de situation de ce type-là dans les maisons de repos à Bruxelles. Dans ce même contexte, globalement, on constate que les décès au niveau des maisons de repos continuent également à diminuer, mais il faut quand même insister sur le fait qu'actuellement, il y a eu 11 343 résidents de maisons de repos qui sont décédés dans le cadre de la pandémie, soit 58% du total de tous les décès constatés en Belgique. Ce mois-ci, comme vous le savez, peut constituer un réel tournant pour les maisons de repos, puisque la vaccination a été entamée il y a quelques jours et va accélérer encore son rythme. On souhaite effectivement un bon travail attentif à tous ceux qui sont impliqués dans les maisons de repos dans cette vaccination, et on souhaite que l'acceptation au niveau des maisons de repos, tout spécialement chez les résidents,
on espère aussi chez le personnel, continuera à être aussi importante qu'elle l'a été durant ces premiers jours de la campagne de vaccination. C'est un pas fondamental dans la lutte que nous entamons, je ne vais pas dire la lutte finale, mais c'est un peu ça, contre ce virus. Le deuxième point, comme je vous l'ai dit, est un point dans un contraste d'âge marqué, puisqu'il concerne les écoles. Cienzano publie aujourd'hui un rapport concernant la situation dans les écoles durant les 15 premières semaines après la rentrée scolaire. En l'occurrence, cela va du 1er septembre au 13 décembre, donc peu de temps avant le début des vacances de Noël. Cette analyse est basée sur deux grandes bases de données. D'une part, l'étude des contacts qui est effectuée dans les écoles par les centres CLB en Flandre et PMS dans la partie francophone du pays. Ces centres qui ont des contacts quotidiens avec les écoles, qui ont les données de contamination et qui, surtout, je dirais, effectuent le tracing, le traçage des contacts afin d'éviter la propagation au sein du milieu scolaire. Et d'autre part, la base de données centrale de Cienzano concernant les résultats des tests. Que voit-on et quelles sont les principales conclusions? Pour commencer, une conclusion très claire, c'est que les écoles suivent l'évolution de l'épidémie dans la population générale. Le nombre total de cas dans les écoles augmente après que le nombre de cas ait augmenté dans la population générale. Comme pour l'épidémie, on l'a très bien vu lors de la deuxième vague, entre autres, on constate des différences régionales, même si les mesures, bien sûr, dans les écoles sont les mêmes, quelle que soit la région du pays. La courbe du nombre de cas que vous voyez pour l'enseignement francophone suit donc un cours différent de celle qui était observée dans l'enseignement néerlandophone. Avant les vacances de Toussaint, le nombre d'infections était plus élevé dans l'enseignement francophone que l'enseignement néerlandophone. Ceci reflète simplement, et nous nous en souvenons tous, que cette deuxième vague a frappé d'abord la Wallonie et Bruxelles avant de s'étendre par la suite à la partie néerlandophone du pays. Deuxième conclusion, c'est qu'il y a une différence en fonction de l'âge. Les enfants de moins de 12 ans, comme vous le voyez sur la courbe qui vous est ici projetée, sont moins malades du virus, mais ils peuvent aussi, bien sûr, être contaminés. En décembre, on a constaté une augmentation du nombre de cas des enfants à l'école primaire, alors qu'il y avait plutôt une diminution dans les autres tranches d'âge. Vous vous rappelez probablement tous qu'il y a eu à ce moment-là des mesures qui avaient été prises dans la société, des mesures restrictives qui ont largement épargné les enfants de moins de 12 ans alors qu'elles touchaient le reste de la population. Et c'est probablement ça qui explique cette différence d'évolution entre le groupe d'âge des moins de 12 ans et le reste de la population. Il faut cependant insister sur le fait que le nombre d'infections chez les patients jeunes reste faible par rapport aux autres tranches d'âge, mais qu'il ne faut pas nier qu'il peut y avoir effectivement des cas chez les enfants aussi et qu'il faut continuer à surveiller le coronavirus chez les enfants également. Chez les enfants plus âgés, ce ne sont plus pratiquement des enfants, ce sont même des adolescents et des jeunes adultes, puisqu'on s'intéresse aux 16-18 ans et puis aux jeunes adultes de 19 à 25 ans, souvent l'âge d'une certaine scolarité. Ils peuvent jouer certainement un rôle important et le même rôle que celui qui est joué par les adultes. Au début de la deuxième vague, à partir de fin août, le début de la rentrée scolaire pratiquement, on a constaté une augmentation d'ailleurs des cas qui a d'abord commencé chez les adolescents et les jeunes adultes, puis s'est étendu à la population active avant de ne toucher que par la suite, au dernier moment, en dernière phase, les enfants plus jeunes. Même au plus fort de l'épidémie, entre autres au plus fort de cette deuxième vague, le taux d'infection chez les enfants de moins de 16 ans est resté inférieur à la population générale, et ça tant en Wallonie qu'en Flandre ou à Bruxelles. Sur les données recueillies à l'école de septembre 2020 jusqu'au début des vacances de Toussaint, si on s'intéresse cette fois-ci à la population adulte, c'est-à-dire tout ce qui est enseignant ou tout le personnel scolaire, globalement parlant, il a le plus souvent été infecté par l'intermédiaire de ses collègues ou à domicile que par les élèves.
Pour la période suivante, nous n'avons pas encore assez de données, donc les données qui ont été collectées s'arrêtent jusqu'à la Toussaint et on aura une analyse subséquente qui sera faite par la suite à ce niveau-là. On estime actuellement qu'au niveau du personnel dans les écoles, du personnel donc les adultes, les professeurs et le personnel scolaire autres, seuls 20% sont contaminés par leur activité scolaire et 80% par leur vie familiale et sociale, comme le reste de la population. Que ceci veut-il dire? Eh bien, ceci confirme donc que les écoles ne sont pas un précurseur dans le cadre de la pathologie, qu'elles ne sont pas le moteur de l'évolution des vagues actuelles, mais qu'elles se situent plutôt en fin de chaîne et qu'elles reflètent ce qui s'est passé au préalable dans la société. Les enfants de tous les âges peuvent être contaminés à l'école ou à l'extérieur d'ailleurs, dans d'autres activités. Mais vous savez tous que l'enseignement reste un secteur fondamentalement essentiel, que le développement des enfants au niveau scolaire est quelque chose qui ne peut pas avoir une interruption prolongée ou significative. Il n'y a pas de risque zéro, ça c'est clair, et que dans le contexte actuel, il faut continuer à avoir un enseignement qui se passe dans les meilleures conditions en assurant le maximum de précautions. Merci pour votre attention. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Voorlopig blijven de ziekenhuisopnames en de overlijdens dalen. Daar mogen we gezien de evoluties in het buitenland zeker blij mee zijn. De kerstvakantie hebben we goed aangepakt. Uit de Google mobiliteitsdata blijkt dat velen van ons zijn thuisgebleven, zowel met kerstmis als met nieuwjaar. U kan dat hier op deze figuur zien. De groene lijn bovenaan toont het percentage van de tijd dat we extra zijn thuisgebleven bovenop een normaal jaar. Als we kijken naar Oudejaar en Nieuwjaarsdag, dan zijn we 21 en 28% meer dan normaal thuisgebleven. Dat is beter dan in Nederland en in Frankrijk, maar lichtjes minder dan in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Maar in het Verenigd Koninkrijk kent men dan ook op dit moment een harde lockdown. Er was in de kerstvakantie algemeen minder mobiliteit dan tijdens de herfstvakantie. Het laatste weekend zien we echter opnieuw weer een lichte stijging van de mobiliteit, vooral op zondag. Het aantal besmettingen daalt momenteel nog nauwelijks. Mogelijk zullen we vanaf morgen opnieuw een stijging zien in het aantal besmettingen. Dit heeft onder andere te maken met het testbeleid. We weten dat tijdens de kerstvakantie mensen minder geneigd zijn om zich te laten testen bij klachten, zeker bij milde symptomen. En het aantal besmettingen wordt nu ook nog eens beïnvloed door het massaal testen bij terugkerende reizigers. 5% van alle vastgestelde besmettingen is momenteel te wijten aan terugkerende reizigers. Tijdens de kerstvakantie was dat nog een stuk minder, 1 tot 2%. En voor de kerstvakantie minder dan 1%. Gemiddeld 3,7% van de terugkerende reizigers test positief. Maar dit percentage schommelt sterk afhankelijk van het land, gaande van 2% tot 12,5%. Het aantal positieve testen bij mensen met symptomen blijft voorlopig nog stabiel. We willen bij deze nog eens een oproep doen om u zo snel mogelijk te laten testen bij verkoudheidsklachten of een grieperig gevoel. Wacht zeker niet op koorts, die komt vaak nooit. Er zijn momenteel nog steeds nauwelijks andere ademhalingsvirussen in circulatie, buiten het coronavirus. Ga er dus steeds van uit dat die verkoudheidsklachten of die griepklachten veroorzaakt worden door het coronavirus, tenzij een test anders aangeeft. Een test nu is de beste garantie op een lagere curve later.
In het wekelijkse COVID-rapport en het wekelijkse bulletin voor luchtweginfecties vindt u trouwens meer cijfers en grafieken in verband met deze evoluties. De afgelopen week werden er gemiddeld 1664 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is nog een heel bescheiden daling van 2% in vergelijking met de week ervoor. Bij dertigers en 70-plussers zien we echter al een lichte toename van het aantal besmettingen met plus 1% en plus 7%. Bij de kinderen onder de 10 jaar zien we momenteel nog steeds de grootste daling, namelijk min 10%. Als er nog een daling is, dan zien we die momenteel vooral in Vlaanderen met min 7%. Maar in Brussel zien we daarentegen een opvallende toename van het aantal vastgestelde besmettingen met plus 23%. In Wallonië is er een lichte toename van plus 2%. Wanneer we kijken naar Brussel, zien we dat die toename zich vooral voordoet bij adolescenten en volwassenen. En dit is heel waarschijnlijk te wijten aan de terugkeer van reizigers op het einde van de kerstvakantie, die ook massaal getest werden. Verder zien we ook toenames in Waals-Brabant met plus 27%, Luik plus 19% en Vlaams-Brabant plus 11%. De nieuwe ziekenhuisopnames blijven nog steeds gestaag dalen en dat is goed nieuws. Verleden week waren er gemiddeld 131 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Dat is 10% lager dan de week ervoor. Gemiddeld mochten ook 151 mensen het ziekenhuis verlaten per dag. Dat is hoger dan het aantal opnames en daardoor daalt ook het aantal patiënten in het ziekenhuis nog steeds verder. Er liggen nu 2016 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 382 op intensieve zorgen. En dat is nog steeds een daling van respectievelijk 8 en 23% op weekbasis. Als we deze daling kunnen aanhouden, dan blijven we op weg om in de loop van februari onder de 75 ziekenhuisopnames per dag uit te komen. Opgelet wel, want in Brussel en Namen zien we lichte toenames van de ziekenhuisopnames. Tot slot de overlijdens, die dalen gelukkig ook verder. Er vielen de afgelopen week elke dag 64 overlijdens per dag te betreuren en dat is 15% lager dan de week ervoor. Zoals steeds geven we op vrijdag nog een update rond de situatie in de woonzorgcentra. In de voorbije week is het aantal nieuwe besmettingen verder gedaald in Brussel en Wallonië, maar eerder stabiel gebleven in Vlaanderen. Van 30 december tot en met 5 januari werden in de Vlaamse woonzorgcentra 7,7 nieuwe besmettingen per 1000 bewoners vastgesteld. De week ervoor was dat 7,9 op 1000 bewoners. In Wallonië werden 5 besmettingen op 1000 inwoners vastgesteld. De week ervoor was dat 6,9. En in Brussel worden er momenteel slechts heel weinig besmettingen vastgesteld, namelijk 0,6 op 1000 bewoners. De week ervoor was dat nog 3,6. Het aantal woonzorgcentra dat een COVID-geval rapporteert, neemt verder af. Deze week werd door 20% van de Vlaamse woonzorgcentra minstens 1 COVID-geval gerapporteerd. In Wallonië is dat wat minder, met 17%, en in Brussel nog minder, met 9%. Ook het aantal grote uitbraken, met 10 of meer gevallen, daalt in alle gewesten. Deze week kampt 6% van de Vlaamse woonzorgcentra met een grote uitbraak. In Wallonië is dat 3% en in Brussel werden geen grote uitbraken gemeld. Ook het aantal overlijdens in de woonzorgcentra daalt verder. Sinds het begin van de epidemie stierven 11.343 bewoners van woonzorgcentra. Dat is een heel groot aantal. Dat is 58% van de in totaal bijna 20.000 COVID-overlijdens tot nu toe.
Gelukkig evolueert de situatie momenteel in gunstige zin. En daarboven kan deze maand ook een kantelmaand worden voor zowel de bewoners, het personeel als hun naasten, dankzij de uitrol van de vaccinatie. We willen daarbij ook de woonzorgcentra succes wensen met een snelle uitrol van de vaccinatiecampagne en alle mensen die zich hiervoor inzetten alvast bedanken. Hou goed stand deze maand en hopelijk zal het vaccin jullie de finale voorsprong geven op het virus. Ten slotte zouden we ook nog resultaten van een rapport willen presenteren rond infecties of besmettingen op de scholen. Vandaag publiceert Sciensano een rapport over het coronavirus in de Belgische scholen tijdens de eerste 15 weken van het schooljaar. Dat is dus de periode van 1 september tot en met 13 december 2020. De gegevens uit dat rapport zijn gebaseerd op het contactonderzoek dat in de scholen wordt uitgevoerd door het CLB in Vlaanderen en PSE-PMS in het Franstalig onderwijs. Deze centra staan elke dag in contact met de scholen. Ze verzamelen gegevens over het aantal besmettingen en voeren ook de contactsporing uit op de scholen om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Daarnaast is het rapport ook gebaseerd op gegevens uit de centrale databank van Sciensano met de testresultaten van de laboratoria. Wat zijn de voornaamste conclusies? Wel, ten eerste, de besmettingen in de scholen volgen de evolutie van de epidemie in de algemene bevolking. Het totaal aantal gevallen in scholen stijgt nadat het aantal gevallen in de algemene bevolking begint te stijgen. En net zoals in de epidemie zien we ook duidelijke regionale verschillen. Ook al worden in beide gemeenschappen dezelfde maatregelen genomen in de scholen. Zoals u hier kan zien, vertoont de curve van het aantal gevallen in het Franstalig onderwijs een andere vorm dan de curve in het Nederlands onderwijs of Nederlandstalig onderwijs. Er bestaat dus niet zoiets als een typische schoolcurve. Voor de herfstvakantie was het aantal besmettingen een stuk hoger in het Franstalig onderwijs dan in het Nederlandstalig onderwijs. En dat weerspiegelt vooral ook de hogere besmettingsgraad in Wallonië, in de algemene bevolking, en ook in Brussel, in vergelijking met Vlaanderen. Vervolgens is er ook een duidelijk verschil in functie van leeftijd. Kinderen onder de 12 jaar worden duidelijk minder ziek van het virus, maar kunnen wel besmet geraken. We hebben dat ook gezien in december. Toen zagen we een toename van het aantal gevallen bij lagere schoolkinderen, terwijl er nog steeds een daling was van het aantal gevallen bij andere leeftijdsgroepen. Dat verschil kan verklaard worden door het feit dat in die periode strenge maatregelen van kracht waren voor de algemene bevolking en enkel de kinderen onder de 12 jaar waren daarvan nog vrijgesteld. Ook werd er in die periode meer getest bij kinderen zonder symptomen. Het aantal besmettingen in deze groep van kinderen blijft echter wel laag in vergelijking met de oudere leeftijdsgroepen. Het toont echter wel aan dat het belangrijk is om ook bij kinderen en ook bij jonge kinderen het coronavirus actief op te volgen. Er is een groot verschil met de oudere tieners, de jongeren van 16 tot 18 jaar, en de jongvolwassenen van 19 tot 25 jaar. Bij hen gedraagt het virus zich al zoals bij volwassenen en zij kunnen dus ook een belangrijke rol spelen in de vooruitgang van de epidemie. In het algemeen zagen we aan het begin van de tweede golf, vanaf september, eerst een toename van het aantal gevallen bij de oudere tieners en de jongvolwassenen. Daarna zagen we een stijging bij de beroepsbevolking en pas in de laatste fase was er een stijging bij jonge kinderen.
Ook op de piek lag in alle regio's de besmettingsgraad bij kinderen onder de 16 jaar lager dan in de algemene bevolking. Leerkrachten en ander schoolpersoneel werden vanaf september tot het begin van de herfstvakantie vermoedelijk vooral geïnfecteerd door collega's en in veel mindere mate door leerlingen. Voor de periode nadien zijn er nog onvoldoende gegevens om hierover een uitspraak te doen. Uit de gegevens blijkt verder ook dat minder dan 1 op 5 van de gerapporteerde besmettingen bij leerlingen en bij personeel waarschijnlijk op school plaatsvond. Het merendeel van de besmettingen vinden dus plaats buitenschool, in het gezin of bij buitenschoolse activiteiten. Deze gegevens bevestigen opnieuw dat scholen geen voorlopers of aanjagers zijn van de epidemie, maar eerder nakomers. De situatie in het zuiden van het land in oktober leert evenwel dat scholen erg kunnen getroffen worden door het virus. Kinderen van alle leeftijden kunnen besmet worden, zowel op school, maar vooral ook daarbuiten. Onderwijs is echter een maatschappelijke prioriteit. En nulrisico bestaat niet. Maar met de gepaste maatregelen is het wel mogelijk om van een school een relatief veilige omgeving te maken. Dank u voor uw aandacht. Comme nous l'avons constaté ces derniers mois, nous avons affaire à un virus très persistant, un virus qui peut profiter de chaque opportunité que nous lui offrons pour se propager. Le mot d'ordre reste donc le suivant, restons vigilants en tout temps, même donc pendant le week-end. Pendant le week-end, la tentation peut être plus grande d'appliquer ou d'interpréter les précautions un peu moins strictement, c'est humain, mais nous ne pouvons vraiment pas nous le permettre. Donc si vous voulez profiter des soldes ce week-end, faites-le, mais en toute sécurité et dans le respect des mesures prises sur place. De la même manière, si vous voulez souhaiter à des membres de votre famille ou à des amis vos bons vœux, faites-le, mais de manière sûre et en respectant les précautions que vous connaissez également. Continuons à éviter les endroits trop fréquentés, car il est difficile d'y respecter les distances entre nous. C'est dans cette optique, et parce que le fait que nous soyons trop nombreux à vouloir nous y rendre entraîne aussi des conséquences en termes de sécurité routière, que le parc naturel des Hauts-de-Fagne sera à nouveau inaccessible ce week-end par décision des autorités locales. Si vous avez prévu de vous promener demain ou dimanche, les alternatives moins fréquentées ne manquent heureusement pas, même pour une balade sous la neige. Voilà pour le petit rappel de ces mesures, contraignantes, il est vrai, pour nous tous, mais nécessaires encore à l'heure actuelle. Une pensée aujourd'hui pour les jeunes, les étudiants. Les précautions sanitaires induites par la présence du virus dans notre société bouleversent aussi leur vie, bien sûr au niveau de l'école, quel que soit leur âge, mais ils sont aussi confrontés à ces mesures dans des activités qui nous semblent évidentes pour eux, mais qui ne sont soudainement plus possibles. Certaines activités dans le cadre du sport, dans le cadre des mouvements de jeunesse, simplement se faire des accolades avant d'aller au cours, des soirées d'anniversaire ou pour les plus âgés, boire un verre ou se réunir le soir chez l'un ou l'autre. Tout cela fait habituellement partie intégrante de la vie, de leur vie, mais tout est un peu en suspens en ce moment. Et ils le font par solidarité pour les plus âgés, pour le personnel soignant, donc merci vraiment pour cela. Leur souhaiter aussi pour les concernés beaucoup de succès pour les examens qui se passent dans des circonstances pas faciles, que ce soit des examens en présentiel ou faits à distance. Voilà, je voulais encore vous souhaiter un bon week-end. Goedemorgen. Zoals we de afgelopen maanden allemaal hebben ondervonden, hebben we te maken met een zeer hardnekkig virus. Een virus dat van elke gelegenheid gebruik maakt om opnieuw hard toe te slaan. Het codewoord is en blijft dan ook waakzaamheid. Ook tijdens het weekend. In het weekend is er misschien wat meer verleiding om de voorzorgsmaatregelen iets losser te interpreteren of minder strikt toe te passen. Dat is menselijk, maar we kunnen het ons jammer genoeg niet permitteren in de huidige omstandigheden.
Als u dit weekend wilt profiteren van de koopjesperiode, doe dit dan op een veilige manier en met respect voor de gekende maatregelen. Wil je vrienden of familie uitnodigen om nog een gelukkig nieuwjaar te wensen, doe dit dan ook met respect voor de regels wat betreft de sociale contacten. Vermijd ook ten alle tijde drukke plaatsen waar de social distancing niet kan gerespecteerd worden. In die optiek hebben de lokale overheden in de Hoge Venen ook beslist om de toegangswegen ook dit weekend te sluiten. Op deze manier worden samenscholingen vermeden. Heb je dit weekend toch wandelplannen? Zoek dan leuke en minder drukke alternatieven op. Deze zijn zeker aanwezig. Deze maatregelen zijn zwaar voor iedereen en beginnen mentaal te wegen op ieder van ons. Maar we willen vandaag toch in het bijzonder de studenten een hart onder de riem steken. Door de maatregelen wordt het leven van de jongeren al maanden volledig verstoord. Evidente dingen zijn plots niet meer mogelijk. Op café gaan, een kotfeestje, jeugdbewegingen, rondhangen met vrienden, festivals, cultuur. Het maakt allemaal deel uit van jong zijn. Maar het staat nu momenteel allemaal on hold. Ook het lesgeven en volgen verloopt al maanden anders. Minder leuk. Maar toch wensen we alle studenten veel succes met hun examens. En weet dat het allemaal goed komt. En dan bedoel ik voor alle duidelijkheid de pandemie. Voor de goede afloop van de examens zullen de studenten zelf moeten zorgen. In ieder geval een prettig en veilig weekend. Kunnen we nu overgaan naar de vragen van de journalisten? Wat vindt u van het bijna verbod op sporten voor plus 12-jarigen gedurende zo'n lange tijd? Vreest u niet dat de gezondheid van veel mensen daardoor achteruit gaat en dat ze vatbaarder worden voor ziektes? Wel, sporten is heel belangrijk. Ik zou zeggen, bewegen is heel belangrijk. En sport en bewegen is natuurlijk niet verboden. Integendeel, we raden dat heel sterk aan. Niet alleen in covid-tijden, maar ook daarbuiten. Het is wel zo dat sporten in clubverband en in groepsverband en indoor sporten, dat heel veel van die zaken momenteel niet kunnen. Dat heeft niet zozeer te maken met de sport zelf, maar gewoon het feit dat dat plaatsen zijn waar vrienden, collega's samenkomen, vaak wat dichter contact kunnen hebben. Niet noodzakelijk tijdens het sporten zelf, maar soms ook ervoor of erna. En dat we ook gezien hebben in de vroegere periode dat daar heel wat besmettingen hebben plaatsgevonden. Dus dat is jammer genoeg een onderdeel van de semi-lockdown, dat je dat soort activiteiten tijdelijk stil moet leggen. We willen echter wel erop drukken dat het nog steeds mogelijk is en sterk aan te raden is om regelmatig en veel te bewegen. We kunnen buiten sporten met maximum 4 personen en mits we afstand houden. Mensen kunnen activiteiten beoefenen zoals wandelen, joggen, fietsen, online dansen, noem maar op. Er zijn heel veel mogelijke alternatieven en we raden dat natuurlijk heel sterk aan. Que pensez-vous de la quasi-interdiction du sport pour les plus de 12 ans pendant si longtemps? Ne craignez-vous pas que la santé de nombreuses personnes se détériore en conséquence et qu'elles deviennent plus vulnérables à la maladie? Alors, le sport est clairement important. Bouger, au sens large du terme, est important et heureusement n'est pas interdit et n'a finalement jamais été interdit, entre autres la mobilité et le jogging dans notre pays pendant toute la pandémie. Ce qui pose un problème, c'est le sport en groupe, c'est le sport en club, c'est le sport à l'intérieur. Pourquoi? On le sait, ça veut dire qu'il y a un rassemblement de personnes, qu'il y a une proximité éventuellement des personnes dans les sports en groupe et que l'intérieur, entre autres, peut poser un problème lié à la contamination de l'environnement. La proximité n'étant pas forcément d'ailleurs seulement présente durant le sport, mais aussi durant les activités qui l'entourent, que ce soit aller vers le sport ou faire des activités qui peuvent être liées à la présence après le sport ensemble. Et donc, dans les circonstances actuelles de confinement, ne fût-ce que partiel tel que nous connaissons, diminuer les proximités de gens, les rassemblements de gens reste importante pour diminuer globalement les risques de contamination et donc malheureusement doivent être appliqués non seulement à d'autres activités sociales,
le cinéma, etc., mais aussi au sport. Alors, rien n'interdit, comme on a dit par ailleurs, de pratiquer des sports individuels. Il y en a de nombreux. On peut aller à la piscine, on peut faire du vélo, on peut marcher. Ça ne coûte rien, va-t-on dire, et c'est très bon pour la santé. Et je pense qu'effectivement, il faut renforcer cette notion qu'il faut continuer à bouger, ne pas rester devant son écran, mais faire autre chose à l'extérieur et ainsi avoir une certaine activité physique. Je pense qu'il ne faut pas avoir d'inquiétude quant à l'impact sur la santé de l'interdiction transitoire par période d'activités sportives plus intenses. Ce ne serait le cas que si ceci devait se prolonger et les perspectives 2021 vont quand même plutôt dans un sens plus favorable. Est-ce qu'on retire systématiquement 6 doses d'un flacon de vaccin avec les seringues actuelles? Ces seringues sont-elles utilisées dans tout le pays et les doses supplémentaires sont-elles prises en compte dans la planification de la vaccination? Alors, la possibilité de prélever 6 doses dans les flacons de Pfizer est une notion qui est connue depuis quelques semaines déjà. Depuis qu'aux États-Unis, entre autres, ces vaccins ont été employés largement et cette notion se discutait déjà depuis quelques semaines. Dans différents pays, comme en Belgique, on emploie des seringues diverses, dont certaines permettent d'être plus précises dans le prélèvement et par exemple de diminuer adéquatement les espaces morts dans lesquels un peu de liquide reste après l'injection, liquide qui ne sert donc pas à vacciner quelqu'un mais qui est considéré comme étant perdu. Si on emploie des seringues adéquates, on peut diminuer au maximum et donc on peut prélever plus de vaccins réellement donnés à des personnes et arriver ainsi à prélever exactement les 0,3 millilitres nécessaires, à les injecter et à avoir 6 doses dans un flacon. C'est une discussion qui était en cours dans les instances internationales depuis quelques semaines au niveau de la FDA, au niveau de l'Agence européenne du médicament et d'ailleurs des décisions devraient être rendues officiellement publiques incessamment par les agences en question. Les seringues adéquates, donc plus précises, dont on vient de parler, sont actuellement employées en Belgique et en nombre suffisant pour ce début de campagne de vaccination de janvier jusqu'en courant du mois de février. La Belgique a participé à un achat groupé de seringues au niveau européen qui se révèle être justement les seringues de ce type-là et l'apport de cet achat groupé devrait intervenir à ce moment-là pour prendre le relais des seringues qui sont actuellement disponibles dans notre pays. Les 20% qui sont ainsi disponibles en plus sont, à vrai dire, des doses qui sont plus rapidement disponibles. Prenons un exemple, on sait que la Belgique a normalement actuellement une livraison de l'ordre de à peu près 87 000 doses par semaine du vaccin Pfizer. Vous rajoutez 20% et ça vous permet de vacciner 104 000 personnes au lieu de 87 000 personnes. C'est donc une opportunité de vacciner plus rapidement au début de la campagne un plus grand nombre de personnes, comme l'a été aussi la décision de ne pas stocker la deuxième dose, mais actuellement, avec la confirmation par Pfizer de l'assurance de l'approvisionnement, de pouvoir employer cette deuxième dose, elle aussi, pour vacciner les personnes supplémentaires. Ce sont donc 2 points additionnels permettant actuellement d'avoir une campagne qui sera plus rapidement avec une atteinte de plus de personnes que ce que nous croyions jusqu'il y a peu de semaines. Worden er op dit moment systematisch 6 dosissen uit een flesje vaccin gehaald met die nauwkeurige spuiten? Worden die spuiten overal in het land gebruikt en wordt er rekening gehouden met die extra dosissen in de vaccinatieplanning? Wel, initieel was een flacon van het Pfizer-vaccin voorzien voor 5 dosissen. Maar zoals meestal met die flacons zit daar een extra reservevaccin of vloeistof in. En dit blijkt voldoende te zijn om een 6e dosis te geven, mits men een bepaald type spuit gebruikt dat wat zuiniger omgaat met de vloeistof. We verwachten dat spoedig het Europees Geneesmiddelenagentschap een goedkeuring zal geven, officieel, om 6 dosissen uit een flacon te halen in plaats van de normaal voorziene 5 dosissen.
En België zal dat waarschijnlijk ook wel volgen. Er is momenteel, zijn momenteel voldoende van die spuiten aanwezig in België om de periode januari-februari mee te coveren. Er is ook een Europese bestelling lopende om bijkomend spuiten te bestellen en te reserveren. En dit is natuurlijk goed nieuws voor wat betreft de vaccinatiecampagne, want dat betekent dat we met 1 flacon in plaats van 5 mensen, 6 mensen kunnen vaccineren. Dat zijn er op slag 20% meer. Dat betekent dat we in de komende weken meer mensen dan voorzien het Pfizer-vaccin kunnen toedienen. Goed, dat waren alle vragen voor vandaag. Dan wens ik jullie een prettig weekend. De volgende persconferentie zal plaatsvinden volgende week dinsdag om 11 uur. Donc le prochaine conférence de presse aura lieu le mardi à 11 h. Merci et bon week-end.